la parole très vite à Karam Kebonian, qui fait partie donc pendant ces 10 dernières années du collectif Réparation, donc en prévision du centenaire du génocide, et qui a travaillé sur ces questions de réparation et de restitution pendant toutes ces années, qui va donc nous expliquer un petit peu quel est le fruit de cette réflexion depuis toutes ces années, notamment sur les biens nationaux, je crois, donc les biens religieux. C'est ça. Merci beaucoup. Permettez-moi, Monseigneur, chers amis, permettez-moi tout d'abord de dire d'emblée combien le collectif 2015 Réparation approuve dans sa totalité les propos que Sa Sainteté Alain Ier a tenus tout à l'heure à l'ouverture de cette séance. C'est très important. Je viens d'entendre l'exposé de notre ami Ara, coutumier, directeur du journal Jamanak, et je sais parfaitement quelle est la difficulté d'être rédacteur en chef d'un quotidien arménien à Constantinople, Istanbul, aujourd'hui. Je salue donc le courage avec lequel il s'est exprimé au sujet de ce qu'il a bien qualifié de question arménienne et également du génocide des Arméniens. La conclusion de ce propos était qu'une amélioration nécessaire des rapports entre les deux républiques de Turquie et d'Arménie était la condition d'un progrès dans le sens où nous voulons aller. Je suis d'accord avec ce point de vue, mais je trouve que ce n'est pas là un point de vue qui doit être exclusif, et comme il le sait parce que nous en avons parlé avant, je suis de ceux qui pensent avec le collectif 2015 Réparation que la clé se trouve probablement non pas dans une solution qui serait bilatérale, mais trilatérale, parce que les continuateurs de la nation arménienne de Turquie, c'est nous, la diaspora. Cela dit, je sais que le temps est compté, je voudrais dire 4 choses. Aussi rapidement que possible, vous m'arrêterez dès que je serai indiscipliné. Voilà. D'abord un point d'histoire, 2 mots sur le déni de justice, ensuite on parlera de la justice et de la réparation, c'est quand même le sujet du jour, et enfin des implications qui en découlent. 2 mots pour faire un point d'histoire. L'extermination des Arméniens, il faut employer les mots qu'il faut, de même qu'on emploie le mot génocide pour qualifier 1915-16, s'étale sur une période historique extrêmement courte, 20 ans. 20 ans ont suffi à l'État turc, qu'il soit ottoman ou pas, pour se débarrasser du peuple arménien, c'est-à-dire des habitants antiques de l'Asie-Mineure. 1894-16, les premiers grands massacres, il y en a eu d'autres avant, bien entendu, l'histoire est riche de ce genre d'événements. 1909, le massacre de Cilicie. 1915-16, l'épisode qui est qualifié tout à fait légitimement de génocide. 20 ans qui aboutissent à l'extermination des Arméniens. Et si l'on veut aborder cette question, nous pensons que non seulement il faut parler de génocide, ce qui est le terme qui s'applique aux événements de la Grande Guerre, bien entendu, événements organisés, orchestrés par le comité Union et Progrès, qui détient l'essentiel du pouvoir dans cette Turquie à cette époque, mais il faut parler du résultat. Le résultat, ce n'est pas que le génocide de 1915 de ce qu'il a causé. Le résultat, c'est une longue extermination des Arméniens, voilà, qui a commencé 20 ans plus tôt et qui s'est achevée un peu plus tard. Alors, si l'on fait la chronologie, il faut la poursuivre au-delà de 1915-16 et y ajouter évidemment le fait que, à partir des massacres de masse, on est passé à un génocide et ensuite on a atteint le stade du négationnisme qui est le stade actuel et entre-temps, bien sûr, la dictature kémaliste a consolidé les acquis du crime
par les dénationalisations en masse et par l'expulsion des rescapés. La question qu'il faut traiter est donc celle de l'extermination d'un peuple dans sa patrie. Nous reviendrons sur cette question. Je vais être rapide. Le déni de justice. Ces événements ont eu lieu. Les événements précédents, les grands massacres dits hamidiens, n'ont pas été réparés. En 1909, les Arméniens, dans la tragédie qu'ils vivaient, ont dû se réjouir qu'ils avaient la possibilité de venir en aide aux rescapés de Cilicie. Vous imaginez. Avant, c'était impensable même de venir en aide aux victimes d'un massacre. Mais vous savez aussi que ces massacres de Cilicie en 1909 peuvent être parfaitement et légitimement interprétés par l'historien comme étant une sorte de répétition générale avant ce qui s'est passé en 1915-16. Il y a une parenté entre ces deux événements et les Arméniens ne s'y sont pas trompés parce que, en langue arménienne, le nom qui a été donné au massacre de Cilicie par un publiciste célèbre, c'est Medzirel, le grand crime, et c'est ce nom qui a été repris par la suite par l'ensemble des Arméniens pour désigner le génocide, c'est-à-dire 1915-16, Medzirel, le grand crime, et non pas, évidemment, la catastrophe. Le déni de justice a été immédiat. Évidemment, il y a la déclaration des Alliés du 24 mai 1915, dont tous les livres parlent aujourd'hui. C'est une belle déclaration, très belle. Elle parle même de crimes de lèse-humanité ou contre l'humanité et la civilisation. Cela n'a pas empêché, évidemment, les mêmes Alliés, l'entente, d'oublier le contenu de cette déclaration. Et bien que dans ce traité de Sèvres signé en 1920, très tardivement, le dernier des traités de paix qui a été signé après la Grande Guerre, l'article 230 du chapitre 7 qui traite des sanctions disent qu'il faut réunir un tribunal international pour juger tous les criminels qui se sont rendus coupables de ces massacres. Vous le savez bien, ce traité n'a pas été appliqué. Ce tribunal international n'a pas été réuni, convoqué, n'a pas jugé le crime. Ceux entre les mains desquels se trouvait la victoire, les mêmes puissances de l'entente, les mêmes alliés, ont signé en 1923 le traité de Lausanne, dont il a été question tout à l'heure. Et ce traité de Lausanne, non seulement, évidemment, ne fait même pas mention du nom des Arméniens, mais a en lui une monstruosité qu'il est tout à fait important ici, évidemment, de mettre en avant. Ce traité déclare une amnistie pour tous les crimes qui ont été commis entre 1914 et 1923. C'était l'exigence des négociateurs turcs, c'est les futurs républicains, bien sûr, ce sont les kémanistes. Cette exigence a été acceptée par ceux qui avaient vaincu la Turquie, par ceux qui avaient parlé au nom de l'humanité et de la civilisation dans une honte qu'ils n'ont pas eu de mal à dissimuler. Le déni de justice, donc, ne vient pas que de la Turquie. Le déni de justice vient également du monde auquel les Arméniens avaient fait confiance. Justice et réparation. Alors, à la conférence de la paix en 1919, la délégation mixte qui représentait les Arméniens, il y avait une délégation de la République qui s'était constituée au Caucase en 1918, et puis la délégation nationale arménienne qui avait été constituée par le Catholicos de tous les Arméniens, donc cette délégation mixte, a présenté un tableau approximatif des réparations et indemnités, etc. C'est le titre de cet opuscule. Alors c'est un opuscule imprimé, c'est-à-dire ce ne sont pas des paroles, c'est un document qui a été mis à la table des négociations, comme ça, j'allais dire par fantaisie, en tous les cas, il faut le savoir. Un chiffrage rapide de ce qu'avait coûté à la nation arménienne le génocide de 1915-16, également les dégâts qui avaient été commis par les incursions turques dans le Caucase, dans les ex-territoires russes, a été chiffré à l'époque à 19 milliards
130 992 000 francs. Ce sont des francs or. Donc c'est un chiffre colossal, bien entendu, et qui pourtant est très loin de la réalité. Je dis ça uniquement à titre documentaire, car aujourd'hui qu'il faut parler de justice et de réparation, car il n'y a pas d'autre réponse à apporter à un quelconque génocide. Un génocide, nous l'avons écrit, ne suscite que la réprobation et le dégoût, et au-delà de ça, nécessite seulement la justice et la réparation. Il n'y a pas d'autre issue. Alors, dans ces circonstances-là, nous sommes, 100 ans après, obligés de tout réévaluer. Et bien entendu, la première évaluation que la délégation arménienne avait faite reposait surtout sur le décompte des vies perdues. Les vies, quand il s'agit de réparer, ont un prix. Les vies s'indemnisent. En 2004, nous avons formé le collectif 2015 Réparation à Paris. Pour reprendre cette question, nous pensions, et nous pensons toujours, que la question arménienne, qu'il ne faut pas dissocier du génocide des Arméniens, contrairement à ce que certains font, que cette question arménienne doit être reposée dans sa complexité et dans sa nature authentique et véritable. Mais en quoi consiste la question arménienne? Il faut quand même peut-être s'interroger là-dessus. C'est quoi la question arménienne? Pourquoi il y avait dans la grande question d'Orient, qui a évidemment, on en a parlé l'autre jour, qui a évidemment animé toutes les chancelleries occidentales pendant le XIXe siècle et jusqu'à la Grande Guerre, pourquoi y avait-il un volet qui s'appelait la question arménienne? La question arménienne, c'est le droit qui est consenti ou qui n'est pas consenti à un peuple, les Arméniens, de vivre dignement dans leur patrie. C'est pas autre chose la question arménienne. C'est ni une question d'indépendance, ni une question d'insurrection, ni même une question purement sociale ou purement économique. C'est une question complètement fondamentale. Vous avez le droit d'être ou de ne pas être. Premièrement, vous avez le droit d'être ou de ne pas être chez vous. Deuxièmement, c'est ce droit que la Turquie a refusé aux Arméniens. Alors, nous avons dit, pour parler réparation, il faut avant tout analyser la situation. Analyser la situation, ça consiste, c'est la première chose à faire, à analyser le préjudice. Nous avons donc tenté d'analyser le préjudice, et sans aller très loin dans les détails, je vais vous dire simplement qu'il y a plusieurs sortes de préjudices, mais un préjudice dont on ne parle pas souvent, c'est le préjudice politique. Du moment qu'une nation, car les Arméniens étaient reconnus comme étant une nation constitutive de l'Empire ottoman, millet en Turquie, du moment qu'une nation doit être rayée de la carte, bien entendu, elle perd donc tous les droits qu'elle avait, non seulement le droit de vivre, mais les droits politiques à travers lesquels s'exprimait sa vie quotidienne, sa vie intellectuelle, sa vie culturelle, etc., etc., et même sa vie religieuse. Ces droits étaient réunis depuis 1863 dans une constitution interne qu'on appelait le règlement organique de la nation arménienne. Les Arméniens l'appellent Constitution nationale arménienne de 1863. L'abrogation de la Constitution nationale arménienne en 1915 prive les Arméniens du droit d'être eux-mêmes et de vivre selon les règles qui avaient été consenties mutuellement dans le pays qui était le leur. Il n'existe donc plus, non seulement en tant que sujet, mais en tant que sujet arménien. Le préjudice, bien sûr, comporte aussi d'autres lignes, les vies humaines perdues, et évidemment les biens nationaux, les biens privés et d'autres. Dans ces conditions, la réparation doit se distribuer en face de ces lignes de préjudice. Et là, nous nous trouvons devant une sorte de choix. Faut-il aujourd'hui, en parlant de réparation, mettre quelque chose, c'est-à-dire une revendication devant chacune de ces lignes? Ou faut-il faire un choix? Ou faut-il traiter la chose dans le temps? C'est-à-dire qu'il est prioritaire aujourd'hui d'axer le travail sur telle ligne de la réparation, les autres viendront après. Nous pensons que c'est ainsi qu'il faut faire. Mais il y a quelque chose qui va être déterminant là-dedans. Et c'est là-dessus que nous nous sommes déterminés. Quel était le but du crime? C'est peut-être en fonction de ça qu'il faut voir. Le but du crime était certes, évidemment, d'exterminer les Arméniens, de se débarrasser de leur présence en Asie mineure, mais le but du crime, qui est un crime d'un côté raciste et de l'autre côté crapuleux, le but du crime est aussi politique. Il s'agit de s'emparer d'une patrie.
Et puisque le but du crime est territorial, c'est de s'emparer de la patrie des autres et de construire là-dessus une nouvelle nation turque mythique qui a été toute l'œuvre du kémalisme et qui continue jusqu'aujourd'hui, eh bien, toute réparation doit viser à, à se placer, à contrecarrer le but du crime. Il faut contrecarrer à la fois le but. Si le but, c'était de prendre une patrie, la réparation consiste à retrouver la patrie. Et si les acquis du crime... Ça veut dire... D'accord. Bon. Et si les acquis du crime consistent en ceci ou cela, le processus de réparation ne peut consister qu'à contrecarrer ces acquis-là. Donc c'est en fonction de ça. Car le génocide des Arméniens, c'est une grande entreprise de vol également. Et dans les acquis du crime, il y a cet immense vol. C'est une nation entière qui a été volée de tous ses biens. On ne lui a pas volé que ses biens matériels, on lui a volé chaque parcelle de la géographie qui font l'Arménie et chaque moment de son histoire. Donc réparer le crime de 1915, ça consiste à réparer chaque parcelle de géographie, vous m'entendez, et chaque parcelle d'histoire. Ce qui veut dire que vous comprenez tout de suite pourquoi, parmi toutes les lignes de réparation, nous en avons choisi une pour être la première, c'est la revendication concernant la restitution des biens arméniens nationaux et la réparation qui va avec. Pourquoi? Parce que les biens arméniens nationaux, ce sont tous les monastères, ce sont toutes les églises, les chapelles, les écoles, les cimetières, enfin bref, tout ce qui fait un pays et tout ce qui fait une histoire. Or, c'est ça qu'on a voulu détruire. Par conséquent, réclamer le retour des biens sans condition de tous les biens arméniens nationaux, ce n'est pas une posture, c'est une prise de position inévitable. Nous la prenons. Voilà. Pour finir, vous savez qu'il n'y a pas très longtemps, donc le 13 avril 2015, le collectif, avec l'organisation Terriculture, peu importe, mais en accord finalement avec vous tous, parce que je le vois bien, nous ne faisons qu'être le porte-parole de nos sentiments communs, vous le savez, a publié une demande de réparation et de restitution des biens arméniens nationaux et autres monuments arméniens adressés à la Turquie. Alors je ne vais pas vous lire la demande, elle est sur Internet, mais je vais vous lire le passage qui fait allusion à ce dont je viens de parler. Nous demandons à la République de Turquie la restitution intégrale des biens nationaux arméniens confisqués. Ces biens consistent en monastères, églises, chapelles, cimetières, hôpitaux, écoles et autres bâtiments communautaires pris avec leurs dépendances, dont les inventaires établis ou à compléter sont disponibles dans la documentation publiée ou présente dans les archives, principalement celles de l'État turc, qui demeurent à ce jour en grande partie fermées. Ceux-ci, c'est-à-dire ces biens, s'entendent meubles compris, objets d'art et manuscrits notamment. C'est tout ce que je vous lis là-dessus. Les implications, et j'en finis avec ça. Je peux? D'accord. Alors, qu'est-ce que tout cela implique? Les implications sont, premièrement, si on demande la restitution des biens, premièrement, le raffermissement des prérogatives et du statut des institutions habilitées à les recevoir. Alors, qui sont ces institutions habilitées demain à recevoir ces biens? Eh bien, nous avons fait un choix qui n'est pas totalement arbitraire, même s'il n'est pas totalement parfait, j'en conviens. Nous avons dit les biens doivent être restitués pour être inscrits au nom du patriarcat arménien de Constantinople, parce que c'est l'institution unique et phare qui représente les Arméniens en Turquie depuis plusieurs centaines d'années et aujourd'hui encore. Mais raffermir les prérogatives et le statut, ça veut dire que le patriarcat, d'une façon ou d'une autre, peut-être à l'occasion de ceci, doit retrouver le statut qui était le sien, qu'il n'a plus, et raffermir ces prérogatives qui ont été en grande partie supprimées. En effet, c'est dans le cadre de la Constitution nationale arménienne, supprimée en 1915, rétablie mais suspendue depuis, que
le patriarcat arménien pouvait exercer toutes ses prérogatives. Aujourd'hui, si vous interrogez le vicaire patriarcal et vous lui dites quel est le statut du patriarcat arménien de Constantinople, il répond « il n'en a pas ». Et pourtant, je suis là, j'existe. Donc, il a un statut tout en n'ayant pas. Et si on lui pose la question, car on l'a fait, bien entendu, ne parlons pas en l'air, est-ce que la Constitution nationale arménienne existe toujours? Il répond « elle est suspendue et cependant elle existe ». Ces ambiguïtés sont tout à fait propres à ce qui peut se passer dans un État comme la Turquie, mais les temps modernes ne souffrent plus ce genre de choses. La deuxième chose qui est impliquée par ce qu'on vient de dire, c'est le dédommagement des tiers. Il y a eu des lois, évidemment, pour la confiscation des biens arméniens, dits abandonnés, comme l'a dit si bien le Catholicos, et il y a eu des lois pour leur redistribution. Jusque dans les années assez récentes, on redistribuait encore des terres arméniennes, qu'il s'agisse de terres provenant de biens nationaux ou de biens privés. Bien. Il faut dédommager les tiers. Mais c'est l'État qui doit dédommager les tiers. Évidemment, ce n'est pas nous. Et la troisième implication qui en découle, c'est la réparation des dommages et des destructions. Car j'aime nos ruines, bien sûr, et je serais content qu'on me rende une ruine, mais celui qui a mis cette chose en ruine doit payer pour que cette ruine redevienne ce qu'elle a été. Voilà. En bref, ce qui est volé doit être rendu, ce qui est détruit doit être réparé. Et ce qu'il faut réparer, c'est le pays, d'où la distinction entre réparation et indemnisation. Faites attention, la Turquie, si elle décide de faire quelque chose, va vouloir indemniser. Elle dira un peu d'argent pour Yerevan, ça leur suffit. C'est pas ça qu'on veut. Voilà, c'est pas ça qu'on veut. Nous, on veut rétablir, là où s'est déroulée l'histoire depuis 3 millénaires, les ancrages qui permettront de dire aux Arméniens « nous sommes là, aujourd'hui, revenus, comme nous étions là hier ». Ça me paraît absolument important. Et tant que la Turquie n'aura pas réglé ce problème, eh bien je pense, avec d'autres problèmes que la Turquie a, que vous connaissez, que je n'énumère pas, les conditions ne seront pas réunies dans ce pays pour l'avènement de la liberté et de la démocratie. Merci.